notre invité de ce soir et qui a très bien marché. Donc du coup, on a eu tellement de monde qu'on a laissé un peu tourner le débat et ça a un peu décalé nos séances. Donc c'était pour la bonne cause. Ravi donc de vous accueillir ce soir. Je ne vais pas m'étendre, je vais tout de suite céder la parole donc à la personne qui a réalisé le documentaire, qui est réalisatrice documentaire, mais qui a également été l'une des premières directrices de la photographie française, enfin en France, reconnue par le CNC. Elle est Grand Prix de l'Académie française et nous la retrouvons à l'occasion de la sortie de son nouveau film, Lettres errantes, et je vous demanderai de l'accueillir très chaleureusement avec moi, Madame Norita Vive. Rosh en hébreu veut aussi dire début, origine, commencement. Lolin, Rollin, Rorin, Amour, Rorin, garage, péril. c'était un... Donc, par quoi commencer? Par la fin. Non, je voudrais commencer pas par la fin, parce que la fin, c'est aussi la question de la traduction, etc. On y viendra peut-être après. J'aimerais bien commencer par la question formelle, parce que tout le monde te dit pourquoi le R, pourquoi le R. Quand tu m'en as parlé la première fois, moi ça me paraissait évident, parce que c'est vrai que c'est la lettre, ou le son de la lettre qui connaît le plus de variations, à la fois à l'intérieur des langues et d'une langue à l'autre. Et donc ça me paraissait aussi être complètement cohérent avec tout ton travail, où tu as aussi récemment parlé des langues perdues, avec des mots qui restent, seulement quelques-uns qui surnagent, ou des langues sans le son, avec signé. Et là, tu parles du son, d'une certaine manière, presque dans une épure, indépendamment de la langue. Comme le son, comme s'il allait vers plus d'abstraction. Et formellement, il me semble qu'il y a une différence dans ce film par rapport à d'autres, où souvent tu filmes des personnes à la fenêtre. Donc ça, c'est un cadre formel qui est dans beaucoup de films de Norita Vive qui parlent des langues. Et là, précisément, tu les filmes sans la fenêtre, mais avec un dehors. Avec cette, il me semble, hein, mais je veux dire, tu vas nous dire, mais cette question du passage, c'est-à-dire de la lettre au son, qui est du passage d'un dedans à un dehors, et qui se fait toujours différemment. Alors après, on parlera de la question de la frontière, et aussi des violences qui ont lieu à cette frontière, hein, parce qu'il est quand même dit plusieurs fois, c'est une ligne de démarcation, etc. Donc on reviendra là-dessus, mais je voudrais commencer précisément par la forme, parce que c'est un film, c'est une forme, c'est un choix, et où on voit, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà vu des films de Norita Vive, j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous, on voit à la fois une cohérence, une ressemblance et une différence. Et cette différence, c'est justement peut-être l'errance qui te fait aller d'un film à l'autre sur la langue. Et j'aimerais que tu parles de ça un petit peu. Du fait que je me suis libérée de la fenêtre. Si tu veux. Et c'est comme si, enfin, j'ai les cadres, les frontières, je les laissais de côté. Ouais, mais c'est frappant quand même, tu sais. Oui, oui, mais... oui, c'était comme, en fait, j'ai passé des mois et des mois de filmer les fleurs avec mon téléphone. Mais vraiment, et je savais que ce film-là, il est dehors, avec les couleurs que ça vient des débuts où il y a la synesthésie, et du coup je sors, et les couleurs et tout ça, et que en plus avec des plans séquences longues, et que je serais et avec le téléphone, parce que je filmais à cette distance, c'était très charnel, donc du coup il y a aussi le côté charnel, que je suis dehors et que j'ai poussé un tout petit peu le cadre de côté. Et en plus, il y a les vents, il y a presque tous les images, il y a les vents qui est lié aussi, le vent en hébreu c'est ruach. Je l'ai dit déjà dans un film, dans Poétique de Cerveau, je parle de ruach, et vent, et il y a toujours ces vents. Hein.
Et le vent, comme de l'air, les R, était ce que Georges Bloch, qui a conçu le son du film, a demandé à Jaap Blom, qui chante la haute sonate et accompagne avec le son, avec le vent. Il a dit, comme signe il lui a dit comme improvisation, d'improviser sur les R, A-I-R, donc les R, et il a improvisé avec la respiration, c'est-à-dire qu'on sent cette respiration et dans l'air, voilà, c'est-à-dire que ça tourne autour de R, mais l'autre R, le ruach en hébreu, est là. C'est-à-dire que le R est là comme son et comme voilà, tout ça est lié comme ça. Oui, que plusieurs des personnes disent d'ailleurs que c'est aussi une affaire de souffle. Mais c'est ce qu'il a fait, il reste avec le souffle. Hein. Qui s'est dit, oui, le souffle. Oui. Qui s'est dit, on reste avec l'hébreu. Voilà, c'est deux mêmes, oui. Mais comment ces mots rentrent les unes dans les autres et impulsent la musique, le son et tout ça. Hein. Alors ce qui est frappant aussi dans le choix que tu as fait des histoires et des itinéraires que tu racontes, c'est que beaucoup de ces personnes sont passées d'un air à un autre, on va dire. Alors que souvent le R, c'est précisément une marque, c'est quelque chose qui reste, c'est en quelque sorte l'accent du souvenir, le souvenir de la langue maternelle, ou le souvenir d'une langue différente, enfin la marque d'une différence. Et là, tu présentes plusieurs personnes qui sont passées d'un R à l'autre, on va dire. C'est ça. Et ça, c'est un choix, je sais que tu as fait, parce qu'au départ, tu avais d'autres histoires, et ça, j'aimerais bien aussi que tu nous parles de ça. Pourquoi tu as choisi aussi des personnes qui s'étaient un peu moulées dans le R français ou dans le R hébreu pour Orlinoï, et qui racontent aussi cette histoire de passage et de dépassement, en fait. Et ce qui est intéressant, par rapport à ce que tu dis, qu'il y a deux personnes qui doivent passer deux fois. C'est-à-dire qu'ils ont deux passages. Orlinoï doit passer de l'air roulé à l'air guttural pour comprendre qu'en fait, les bons airs officiels, c'est les airs, les siens, c'est-à-dire les airs roulés. Donc, et pareil pour Nouba, qui ne pouvait pas dire les airs roulés, elle a fait tout l'effort de l'apprendre. Et après, comme elle va à l'école française, elle doit désapprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un passage, c'est comme deux fois. Hein. Et Orly qui a peur que quand elle va parler avec les écrivains qu'elle traduit, qu'elle doit retrouver son air iranien. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ces histoires de passages. Et les passages aussi, évidemment, la frontière avec Guy Régis, qui raconte l'histoire de Chiboleth, sans biblique, sans savoir, peut-être que, je ne sais pas s'il connaît l'histoire de la Bible de Chiboleth, mais il décrit vraiment la Chiboleth avec l'histoire de Péréchil, qui est exactement, mais vraiment exactement la même chose, et à la frontière, dans les deux cas. Dans la Bible, c'est le Jourdain, où les Éphraïtim, le peuple d'Éphraïm, la tribu d'Éphraïm doit passer, et veut passer pour fuir, on leur demande de dire Chibolet, ils disent Sibolet, et ils sont tués, et là, pareil avec Péréchil. Hein. Oui, alors là, c'est une et histoire. je crois que c'est pas un hasard, je crois qu'ils ont lu la Bible. Ceux qui ont inventé la... Oui, mais moi je me suis intéressée aux histoires de Chiboleth, et en fait il y en a énormément, hélas, dans l'histoire, hein, où on se sert de la prononciation d'une lettre ou de deux lettres. Il y en a dans énormément de pays. Alors cette histoire qui s'est passée à Saint-Domingue en 1937, elle est particulièrement cruelle. Enfin, il y en a d'autres hein, dans l'histoire, mais enfin, celle-là, elle concerne précisément la lettre R, et d'une certaine manière redoublée. Il y a quand même eu en 6 jours entre 20 000 et 35 000 morts à la frontière entre Saint-Domingue et Haïti,
juste sur cette histoire de différence. Voilà, c'est vraiment une sorte de purification ethnique au lieu de la frontière, avec cet exemple, avec cette histoire de Chibolette, et avec la lettre R, alors que c'est pas tout le temps le cas. Mais il y a eu des histoires comme ça au Japon, enfin il y en a énormément dans l'histoire, hélas, hein, cette histoire de Chibolette. Mais là, elle est avec le R et presque redoublée, parce qu'on a à la fois le R de Perret et ensuite la rota de Ril, donc Perret, Ril. C'est ça, c'est 2 fois. C'est 2 fois aussi. Donc c'est une histoire. Voilà. Après, Guy Régis, on en avait parlé aussi. Voilà, je t'avais parlé de lui parce que précisément aussi, il traduit du français vers le créole. Et il nous fait comprendre aussi que la traduction, il fait aussi du théâtre, mais la traduction, c'est à la fois une histoire vraiment de déplacement de la lettre. C'est quand même ça la traduction, c'est-à-dire c'est l'idée que la lettre est véritablement errante, comme tu l'as dit dans le titre de ton film, puisque le sens n'est pas enfermé dans une seule lettre. Traduire, c'est penser que le sens peut se déplacer de lettre en lettre. Et je dirais que c'est presque une métaphore s'agissant de la prononciation du R, mais dans la traduction, il y a vraiment de la lettre errante. Il n'y a que les fondamentalistes, d'une certaine manière, qui pensent que le sens est enfermé dans la lettre. Enfin, en tout cas, certains fondamentalistes. Et la lettre, elle est tout le temps errante. Et c'est aussi ce qui nous libère du rapport sens-langue, enfin, qui fait qu'on peut être mobile aussi, même en tant que sujet ou en tant qu'individu. C'est-à-dire que le fait qu'on peut se déplacer dans la lettre... Et je trouve le fait qu'il soit traducteur, qu'il réfléchisse à ça, lui permet d'avoir voilà, une relation aussi extrêmement vaste à cette question de la lettre R, parce qu'il la pense dans tous les français possibles et d'une langue à l'autre, dans l'histoire même, à la fois des violences, mais aussi des résiliences de la langue. Des caresses. Oui, c'est ça. C'est Comme aussi ça. Caresses. Oui, Caresses. Caresses. Ouais. Et je lisais aussi, quand on a travaillé un petit peu ensemble à propos de ça, c'était que, par exemple, sur la langue allemande, où le R a pu être, à certains moments de l'histoire de la langue, un R très brutal, très prononcé, comme il parle du pardon, là. Aujourd'hui, les linguistes, phonéticiens, etc., voient comment le R se déplace dans la langue allemande du côté du L. Et c'est vraiment très frappant. Comme chez les Japonais. Oui, enfin, en tout cas, chez les Japonais, c'est un peu différent comme histoire, mais parce qu'elle dit bien qu'il n'existe pas comme son à la base. Et forcément, plus on est marqué par d'autres langues, plus les langues sont en communication avec d'autres langues, parce que c'est aussi une histoire de contact des langues, ce que tu racontes dans ce film. Puisque à chaque fois, ce sont des personnes qui sont dans le rapport de plusieurs langues, et donc dans l'errance de la lettre d'une langue à l'autre. Ce qu'on a tous vécu avec nos petits moyens linguistiques, ou nos grands moyens linguistiques, ou nos histoires à chacune et chacun. Mais ça m'a frappé aussi de ce glissement phonétique dans la langue allemande, et c'est très frappant aujourd'hui. En français, il paraît qu'elle se vocalise, que souvent, il y a maintenant des gens qui de moins en moins la prononcent, qu'ils vont aussi vers quelque chose de vocal comme le W en créole, qu'en France, on trouve aussi cet adoucissement, si on peut dire, de ces R. C'est-à-dire qu'ils sont passés de R roulé à R guttural, et de R guttural, il y a comme maintenant, il devient encore plus doux. Oui, j'ai lu ça dans... Non, mais d'ailleurs, on voit d'un point de vue purement linguistique, quand on travaille en phonétique, ou même quand on lit des dictionnaires, on voit que la lettre n'a pas une seule prononciation, puisque les traductions phonétiques que l'on voit dans les dictionnaires montrent bien que le R il peut être traduit phonétiquement par plusieurs sons, enfin par plusieurs sons, d'accord. Donc
c'est moins la lettre qui erre que, enfin la lettre elle erre, mais c'est le son qui se modifie en fait. Il y a quand même une différence entre la lettre et le son. Oui, mais c'est en allemand, je dis l'allemand, quand par exemple quand ça vient à la fin du mot, on ne l'entend pas souvent. Oui. C'est comme un A. Micro. Oui, je dis qu'en allemand, à la fin du mot, et c'est souvent comme un A, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas quand on dit opéra, opa, opa, comme on dit grand-père. Je ne sais pas, pour moi, c'est-à-dire que ça va vers le voyelle, quoi. Et il paraît qu'en brésilien, je ne sais pas, en portugais, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, quand il est au milieu de mots, ça se dit différemment, il est roulé à un endroit et au milieu il y a deux R différents selon où ils sont par rapport au mot. Oui. En portugais. En anglais aussi. Et en anglais aussi, oui. C'est-à-dire le R au milieu, on ne l'entend pas. Au début, on entend le R. Le 8. Alors aussi, je ne sais pas si je peux le dire, mais au départ, ton titre de travail pour ce film, c'était l'ère de la résistance. Et donc c'est R comme résistance. R comme résistance, oui c'est ça, R comme résistance, qui est très frappant aussi dans le témoignage, dans un des témoignages où la jeune femme raconte que son grand-père et son père, oui, Amel, que son grand-père et son père, alors elle l'interprète à un moment comme une manière aussi de résister au français colonial, d'inscrire une prononciation arabe dans le français colonial. Et après, elle donne une autre explication qui est la langue masculine par rapport à la langue féminine. Et c'est intéressant parce qu'elle ne cherche pas à réconcilier les deux. Et enfin, j'ai trouvé intéressant qu'elle propose, je sais pas, elle ne cherche pas à donner des explications, mais disons qu'elle donne ces deux lieux d'interprétation. Et sans qu'ils puissent être complètement homogènes l'un à l'autre. C'est à la fois, on a l'impression que les femmes résistent aux hommes qui eux-mêmes résistent aux Français. Alors il y a quelque chose d'un enchaînement comme ça de résistance des uns et des unes aux autres que je trouve tout à fait intéressant par rapport à cette question de la résistance. Mais elle compare parce qu'elle va dans la comparaison de la langue arabe, c'est-à-dire la différence des langues des hommes et des langues des femmes où c'est clairement différent dans les expressions. Et dès là, il y a la différence dans la prononciation, parce qu'elle compare au dialectal. Hein. Oui, je trouve ça. Il y a les deux sans qu'en effet. Et alors au départ, il y avait aussi le projet, donc c'est un peu présent dans une des... justement chez Orly Noy qui raconte comment elle chante les chansons pop hébreu et qu'elle retrouve donc le R persan. Mais au départ, tu avais l'idée aussi peut-être de travailler avec un musicien, un chanteur, avec toutes ces codifications des R roulés, des R grasseyés, des R... Et finalement, tu y as renoncé. Non, il est là. Sauf qu'il a fait non. Il y a Blond est là. Oui. Parce qu'au début, il chante la Ursonate, j'ai pris de la Ursonate de Schwitters, la partie de R. Et après, oui, je dis, je commence par la Ursonate, que c'est Yap chante. Et j'ai choisi la partie de R. Oui. Et le même Yap, au même Yap, on a dit à la suite de film, il improvise avec le R, A-I-R. Hein? Non, je ne sais pas, mais c'était comme ça. J'ai dit, on croit que je fais des jeux de mots. Mais c'était vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé de R, de la Ursonate à la même personne, on dit, reste dans le souffle. Et le R, mais il y a un chanteur, c'est un grand poète sonore, hein. C'est un des plus grands poètes sonores dans la poésie sonore. Et je rappelle que dans le film précédent, Anat Pik finit, c'est-à-dire le film précédent de Moncures finit avec Anat Pik qui chante dans la poésie sonore. Et celui-là commence avec la poésie sonore. Celui-là. Et c'est Anat Pik qui m'a révélé, il y a genre 25 ans, la Ursonate. C'est elle a même chanté la Ursonate. Et au départ, je pensais le faire avec elle, la même,
qu'elle chante la haute sonate. Et puis bon, après, j'ai découvert Yap qui a fait la haute sonate. C'est lui qui a fait peut-être 100 fois ou plus la haute sonate. On trouve sur YouTube, dans d'autres, je ne sais pas combien de variations de la haute sonate de Yap Blond. Et après, lui, il improvise beaucoup. Il a même écrit lui-même un petit, justement, une poésie sonore et à partir de R. Mais moi, je voulais rester dans le dadaïsme de Schwitters. Hein. Et ce qui relie aussi ce film, disons, à tes précédents, donc j'ai déjà montré quelques liens avec les tout récents, mais c'est que là on n'a qu'une seule lettre, mais qui est vraiment la lettre, je dirais à la fois frontière, du voisinage, de la séparation, enfin il y a toute la question à la fois de la sororité des langues, mais aussi de leur possible conflit. C'est quand même le sujet principal. Alors là, j'ai l'impression que c'est un film assez apaisé d'une certaine façon par rapport à d'autres. Voilà, même si tu n'exagères jamais la question du conflit, mais néanmoins, elle est quand même assez présente. Elle est toujours voilà. Or, sur ce sujet-là, et on a eu l'occasion d'en parler ensemble, tu aurais très bien pu faire un film voilà, assez conflictuel, hein, parce qu'il y a l'histoire de Péréril, mais on pourrait... Enfin, je veux dire, le R est une telle marque de différence. Chez Knausgaard, oui, il y a là, on le même sent. les grands Oui, conflits oui. avec son père qui se cristallisent autour de R. Là. Oui, oui. Il y a le conflit avec son père. Mais sur les... Alors là, c'est la question des dialectes, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui reposent sur aussi la différence à l'intérieur. Enfin, dans un voisinage vraiment très, très précis. Là, on est, il dit, à une vallée près, une prononciation différente du R. Donc il y a effectivement des conflits qui surgissent, mais il y a quand même toujours une façon de surmonter le conflit. Donc tu as choisi, oui, par l'écriture, comme d'ailleurs par la musique, par l'apprentissage, par toutes sortes de choses qui font que c'est un film assez heureux finalement sur cette différence. Oui, peut-être parce qu'on est dehors, hein, qu'il y a le soleil qui... Et oui, moi je le sens comme peut-être mon film le plus léger. Il y a une certaine légèreté. Bien que... Non, mais je sens, et ça s'est fait avec une certaine légèreté, comme ça je sens qu'on arrive à l'âge qu'on peut lâcher, quoi. Et... Mais derrière, il y a quand même, on est toujours dans derrière, il y a le conflit qui est tout le temps chez Orly. C'est très fort. Hein? Les va-et-vient entre le persan, disons, mais on sent les conflits. Elle parle beaucoup comment elle était allée à Jérusalem, donc elle devait changer, être comme tout le monde. Dans la périphérie, ils avaient la liberté de continuer d'être eux, de garder leur nom, qu'elle devait changer son nom, c'est quand même une violence. Mais oui, ils l'évoquent tous, mais ils l'ont tous dépassé d'une certaine manière par rapport à d'autres films, ils sont ou d'une langue à l'autre, ou parfois... Mais d'une langue à l'autre, à propos, en fait, le sujet est déjà là. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a Aggie Michol, qui est une poétesse, qui raconte comment elle a passé des heures devant le miroir pour perdre son R roulé en hongrois et épouser le R israélien. Donc en fait, c'est la même histoire, exactement la même avec Orly Noy, sauf que Orly Noy arrive dans les années 70 et les parents de Aggie Michol sont venus tout de suite après la guerre de Hongrie, et là, elle vient après la guerre en Iran. Donc ils arrivent là, hein, l'une et l'autre, mais avec une distance de quelques années, mais elle raconte exactement la même histoire. Il manque le miroir chez Orly. Est-ce que peut-être vous avez des questions, envie de poser des questions à Maurice ou prolonger la discussion?
Oui, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée, beaucoup intéressée. Alors, j'apporte une toute petite contribution. Je me suis toujours posé la question pourquoi tous les enfants, j'imagine, disent areux, c'est-à-dire ils ont le R, et ensuite ils le perdent quand ils entrent dans un système phonologique. Par exemple en français. Quand ils commencent à entrer dans la langue française, ils perdent le R pendant un moment et après ils le récupèrent. Voilà. Est-ce que vraiment ils disent Aaron? Est-ce que vous avez attendu qu'ils disent Aaron? Parce que moi j'ai l'impression que dans chaque demandé alors peut-être que dans d'autres pays, dans d'autres pays, ils disent peut-être autre chose que areux. Je crois que les parents en entendent autre chose. Peut-être. Moi j'ai l'impression, mais toi tu sais peut-être. Non, ce que je sais, que beaucoup de gens savent, je pense, c'est que en naissant, l'appareil phonologique est beaucoup plus vaste que celui que l'on développe lorsque l'on apprend une langue ou d'autres langues. Enfin, toutes les possibilités sont là dans l'appareil phonologique du bébé. Et ensuite, l'apprentissage des langues fait que cet appareil se modèle, se forme à partir des sons principaux entendus. Et donc plus on entend de langues, en fait, plus on conserve cette possibilité. Mais en fait, c'est un apprentissage de la langue et c'est un apprentissage de la restriction phonologique. Donc ça, c'est démontré. Donc c'est pas étonnant qu'on puisse perdre une partie de ses capacités. Mais, moi je trouve intéressant quand même que sur le plan symbolique, c'est alors peut-être dans pas tous les pays mais en France, et on leur permet de, on joue avec les enfants avec ce areux, on joue, et que sur le plan donc symbolique, vous ayez pris cette lettre R, voilà. Donc je trouve qu'il y a un écho symbolique entre les deux pour moi. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est la lettre qui, dans ses différentes prononciations phonatoires à travers le monde, et même d'un espace à l'autre, connaît le plus de variations. Comme si c'était une fenêtre. Oui, voilà. Où c'est extraordinaire ce que raconte aussi Lou Barry-Johansson, qu'effectivement il y a cette lettre Ya en russe, qui est le R à l'envers, qui s'écrit le R à l'envers, et que ça veut dire je, et que finalement, voilà, il y avait le miroir, le jeu qui se reflète aussi dans cette histoire d'air. Mais même, je ne sais pas si vous réfléchissez en français, je parlais de lettres errantes. Bon. Moi j'ai eu la chance de traduire une partie de Ulysses de Joyce, qui est un texte où Joyce passe son temps à faire bouger la langue en changeant une lettre. Et il montre comment on passe, comment le sens circule juste avec un changement de lettre. C'est quelque chose qui a aussi beaucoup marqué Lacan lisant Joyce. Mais si on réfléchit, donc tu as fait le jeu de mots entre l'air et l'air ailleurs, mais l'air en français, on pourrait trouver des tas de jeux dans plein d'autres langues, mais c'est aussi l'espace et le temps. C'est l'air E-R-E qui est le temps, l'air A-I-R-E qui est l'espace, et l'air ailleurs qui est ce qui pénètre à la fois l'espace et le temps. C'est quand même assez incroyable. Donc il y a A-I-R, il y a A-I-R-E, il y a E-R-E. Voilà, et donc l'air, on arrive à construire quelque chose comme ça. Alors après, on peut jouer. C'est évidemment, c'est ça aussi le jeu sur la lettre. C'est la possibilité de sortir d'une fixité. Une fixité qui serait celle du langage en tant que fixant des identités, ou du langage ou de la langue en tant qu'elle devrait être prononcée d'une manière ou d'une autre, pour s'ouvrir et ouvrir d'autres horizons. C'est pour ça que c'est, en effet, le rapport à l'enfance, à mon avis, symboliquement très important. C'est très, très, très riche d'évoquer cela. Il paraît que c'est la dernière lettre de l'enfant. C'est ce qu'il dit le linguiste, c'est la dernière qu'il apprend. Oui. Le bébé. Alors, justement, quand on parle du R, justement, on pense toujours à nos grands écrivains, Colette, qu'on écoute encore Colette, son R merveilleux, etc.
Je dois parler plus fort. Alors donc le R, donc il y a Colette qui avait un air extraordinaire, qu'on écoute encore, oui, le R bourguignon, comme vous dites, et le philosophe, je ne me rappelle plus lequel, etc. Et c'est vrai que ce R qui était de province, que même moi j'ai entendu un peu dans les campagnes avec les paysans, etc. Mais non, il y a le R à la parisienne, quoi. Ce R, c'est complètement bon, assoupi, adouci, etc. Et c'est vrai que moi je pense toujours à Colette, quoi. Voilà. Je ne sais plus si c'est une question, je ne sais plus si c'est une remarque. Voilà. Non, mais comme on le disait, c'est à la fois un marquage de différences régionales, spatiales, de pays, etc., mais aussi de temps. C'est aussi un marqueur de temps. Et quand on écoute des vieilles émissions de radio, par exemple, on voit ces différences. Et c'est très très sensible. Et c'est souvent justement sur ces lettres, une lettre comme le R qui marque beaucoup la différence, qu'on voit le temps. On peut presque dater certaines voix à cela. Donc c'est à la fois des différences géographiques et des différences historiques. Bon, je crois que peut-être on a fait un petit tour. Il y a encore une urgence, une question. Merci pour ce très beau film, documentaire. Je voudrais juste ajouter ma petite pierre aux exemples qui ont été donnés dans le film et dans la salle. Quand j'étais gamine, ma meilleure amie les parents de ma meilleure amie avaient une femme de ménage, je crois, guadeloupéenne, enfin de par là-bas, qui bien sûr ne prononçait aucun R, mais qui s'est forcée, parce que mon amie et moi nous apprenions le chinois, elle s'est forcée à l'époque pour dire Maro Tse-tung. Alors c'était très très drôle, c'était Maro Tse-tung si, alors vous allez apprendre la langue de Maro Tse-tung. Et il y avait ça, et puis d'un autre côté, alors là, bon, vous m'excuserez, c'est un petit peu... Comment dire, voilà. J'ai appris le japonais, j'ai vécu un certain nombre d'années au Japon et j'étais boursière à l'époque où le président Mitterrand, qui venait d'être élu, est arrivé au Japon. Et alors, comme vous disiez, le R et le R et le L sont complètement confondus. Enfin, il n'y a pas de L en japonais, il n'y a qu'une sorte de R qui tient à la fois du R, du L et du D. Et il y avait un journaliste qui interviewait le président sur la manière dont s'étaient passées ses érections. Évidemment, ça a fait un tollé. Et il ne s'en rendait même pas compte. Enfin, il continuait, il en rajoutait. Et c'est le lendemain qu'il y a eu des excuses nationales. Voilà. Misako, Misako que vous avez vu dans le film, vous parlez de japonais, elle est là avec nous. Et je sais que demain tu seras de ce côté-là, mais peut-être un petit mot, juste pour par rapport à ça ou autre chose. J'ai envie de te donner les derniers mots, puisque Misako était là et maintenant elle est là. Donc c'est le miroir, peut-être juste. C'est vraiment, je pense... Pas forcément sur le Japon, sur ce que tu veux. Voilà, Myriam te donne... Ouais, merci. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose de physique aussi. Pour moi, c'est vraiment physique, le R. Et par exemple, là, ça fait depuis plus de 30 ans que je vis au Japon.
Donc je parle pas quotidiennement le français. Et je sens que je perds les muscles du R. Et ça veut dire que je deviens moins française pour moi. Parce qu'avec le R, quand je prononce le R à la française, je me sens complètement française. Et je ne comprends pas que les gens pensent que je ne suis pas française en me regardant. Et c'est quand j'ai vu mon fils parler... qui vient de quitter. Oui, qui vient de quitter. Il est 100% japonais aussi. Mais il a été à l'école maternelle ici. Et je l'ai entendu parler français comme un français. Et je me suis dit, bah oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc, oui, avec l'âge et puis le temps aussi, je désapprends un peu le R français. Et c'est aussi une identité qui... Ça s'entend pas. Ouais. Parfois, je le sens, je deviens très méticuleuse. Et donc, oui, c'est des questions d'identité physique aussi, je pense. Qui passe par le R. Je pense à une dernière, parce que tout à l'heure, on n'a pas parlé de l'enfance. Je l'ai dit dans Poétique de cerveau, dans le film, que bon, quand l'enfant arrive au monde, il a le potentiel de parler toutes les langues. C'est-à-dire que... Et c'est ce que tu as dit, il les perd. Mais je pensais juste à un midrash qui raconte que quand l'enfant arrive au monde, il connaît toute la Torah, et arrive un ange et lui met, la main dessus et il perd tout. Donc voilà, c'est sur le signe de la perte qu'on se quitte. Merci. Merci à toi.